à tous, bienvenue dans l'Info à chaud, le débat sur tous les sujets d'actu chaude de l'expérience client. La Coupe du Monde de rugby arrive à grands pas, le 8 septembre prochain. Les Jeux Olympiques, c'est dans 18 mois. Beaucoup d'acteurs agiront pour la réussite de ces événements. Un certain nombre d'entre eux seront dans l'ombre. Et parmi eux, les agents de sécurité et les agents d'entretien qui seront aussi des ambassadeurs des marques qui les emploient, des donneurs d'ordre et des ambassadeurs de la France. Alors, où est-ce qu'on en est dans cette dernière ligne droite avant ces événements? Ces agents sont-ils assez considérés? Sont-ils suffisamment bien formés? Est-ce qu'ils réalisent eux-mêmes qu'ils sont des ambassadeurs de marque? On va en débattre avec Yannick Duret. Bonjour. Bonjour. Président de La Providence, entreprise spécialisée dans l'entretien et le nettoyage de bureaux, mais également de boutiques de luxe, de palaces, de salles de spectacle. La Providence, Yannick, me semble-t-il, qui intervient aussi dans l'aménagement d'espaces verts, la lutte contre les nuisibles, en passant par des prestations de gestion de courrier, d'accueil, de petite maintenance et de gestion de salles d'événements. C'est ça? C'est parfaitement bien résumé, merci. Merci à vous d'être présent sur ce tableau. À côté de vous, Patrice Béal, président d'InnoX. Bonjour Patrice. Bonjour. Merci d'être là, société bordelaise spécialisée en sécurité, sûreté, formation dans les métiers de la sécurité privée, protection rapprochée et sécurité événementielle également, Patrice. Exactement, qui fait un pan de des différents secteurs d'activité pour lesquels on propose des solutions de sécurité. Merci à vous. Et pour compléter cette Dream Team, Eric Lestanguet, notre expert et conseiller éditorial sur ANews Expérience Client. Bonjour Eric. Bonjour. Merci d'être présent. Ces femmes et ces hommes de l'ombre, ce sont des maillons fondamentaux, Eric, on peut le dire. Fondamentaux et des fois un peu trop invisibles. Hein. Donc tu parlais d'ambassadeurs, on peut parler d'ambassadeurs de l'expérience client au sens large. On connaît très bien la relation à distance, téléphone, digital, mais on ne connaissait pas encore assez ces métiers au contact physique. Hein. Alors on a la propreté, on a la sécurité, on peut parler aussi des livreurs du dernier kilomètre, des techniciens d'intervention chez les particuliers. Il nous paraît effectivement intéressant de voir ce qui est mis en œuvre pour mobiliser, pour motiver effectivement ces métiers, pour améliorer l'expérience client, pour améliorer la relation client, voir aussi si on n'a pas un peu de mal à recruter, hein, puisqu'aujourd'hui c'est un souci pour l'ensemble des métiers. On parlait tout à l'heure des agents de sécurité, mais j'ai cru savoir que ne serait-ce que pour les JO, il y avait 25 000 personnes à recruter dans les années qui viennent, par rapport aux 135 000 qu'il y a. Et puis ça renvoie aussi à la formation. Quelle formation sur le cœur de métier et quelle formation sur effectivement cette partie dédiée à la relation client, à l'expérience client dans des métiers qui sont quelquefois un peu différents, mais qui ont ça en commun de travailler les ambassadeurs des marques. Effectivement, Eric, l'expérience client, ce n'est pas que de la relation à distance, c'est aussi entre un client et une marque, une relation physique, on va en parler, c'est des rencontres avec, vous le disiez à l'instant, des métiers qu'on pouvaient appeler autrefois invisibles, mais qu'ils sont de moins en moins, et entre autres ceux dont on va parler sur ce plateau, les agents de sécurité ou d'entretien. Yannick Duret, est-ce que les sociétés d'entretien ont aujourd'hui davantage conscience du rôle joué par leurs agents de nettoyage ? Alors c'est très bien que vous me posiez la question, car nos agents de nettoyage, comme vous l'avez indiqué à l'instant, nous les appelons déjà depuis des années des ambassadeurs. Il suffit de le vérifier sur notre site internet. Mais ce que je dois dire aujourd'hui, c'est que la pandémie, les différents confinements, les différents couvre-feux, nous ont permis d'accélérer le fait que nos salariés sont devenus de plus en plus visibles. Alors de plus en plus visibles pendant la pandémie, car grâce à eux, les sites étaient désinfectés, soit désinfectés journalièrement, soit décontaminés. D'accord. Mais surtout, ce qui était embryonnaire avant la pandémie, c'est-à-dire le flex office, le télétravail, le travail hybride, enfin tout ce que vous savez, et qui maintenant prend des proportions importantes, et bien grâce à cela, nous avons décidé de mettre une stratégie complètement affirmée, même si ça existait aussi chez nous, qui s'appelle le travail en journée. De façon à profiter de cet élan de visibilité pour le structurer, pour le vendre, pour le mettre en place, et de façon à ce que nos salariés soient en contact direct toute la journée avec nos clients. Donc du coup, ça devient une vraie expérience client, comme Eric vous le disiez, et mieux, ça valorise complètement le travail de nos salariés, ça permet une sacrée convivialité entre notre client, ses occupants, et nous. On va le développer tout à l'heure, effectivement. Est-ce que c'est le cas aussi pour l'ensemble des entreprises de sociétés de nettoyage? Alors, qu'est-ce que vous constatez? De toute façon, ce que nous pouvons constater
pour notre métier de la propreté, c'est que les habitudes des occupants dans les bureaux ou autres modifient de toute façon la façon dont les prestataires vont maintenant devoir nettoyer, désinfecter et entretenir toute la partie tertiaire. Alors après, chacun s'organise à sa façon. Nous, ce que nous savons, ce que nous faisons, c'est que depuis, alors là aussi, ça a eu une accélération normale, c'est qu'en complément à notre prestation, et pour apporter une sacrée valorisation du métier de nos agents de propreté, nous nous sommes complètement digitalisés. Nous avons maintenant plus de 4000 objets digitaux sur le site, qui permet à nos clients d'avoir une réactivité, une traçabilité en temps réel de notre prestation. Ok. Donc ça a amélioré, forcément, il faut toujours vous rappeler, crise en chinois, c'est crise et opportunité. Et bien de cette opportunité qui était une crise quand même assez importante, nous avons pu améliorer le quotidien de nos salariés. Surfer sur la vague de la crise. Exactement. Patrice Béal, en termes de sécurité, d'agents de sécurité, tout corps de métier confondu, enfin tout corps de secteur, même dans l'événementiel, est-ce que là aussi, il y a une prise de conscience de cette nécessité de faire de ces agents de sécurité des ambassadeurs ? Alors, pour plusieurs raisons, bien évidemment, ça devient essentiel. La première, c'est qu'on a de plus en plus de mal à recruter et que ça nécessite effectivement d'avoir une marque employeur. Appelons-le expérience client, ou en tous les cas de créer des ambassadeurs au sein de l'entreprise. Et le premier ambassadeur d'entreprise, ça doit être le collaborateur qui soit agent de sécurité, cadre ou dirigeant de l'entreprise. C'est effectivement également quelque chose d'essentiel dans la mesure où nous aujourd'hui, les collaborateurs qui constituent la force vive de l'entreprise, ont toujours été en contact avec le public, parce que du coup on travaille aussi bien dans des centres commerciaux, dans des magasins, que dans le secteur de l'événementiel, mais également sur le secteur industriel, tertiaire ou le secteur de la défense, sur lequel souvent l'agent de sécurité, qu'il soit une femme ou un homme, est considéré comme la première personne que l'on voit quand on rentre dans un établissement. Donc on a toujours attaché une grande importance à la nécessité d'accueil, même si on a toujours cette espèce de dualité entre l'obligation exclusive liée au métier de la sécurité. Il n'empêche qu'on a toujours eu une notion d'intégrer l'accueil comme étant effectivement faisant partie du parcours du visiteur, du parcours client, et bien évidemment nos collaborateurs interviennent véritablement dans ce parcours. J'ai parfois l'impression qu'il y a une disparité en termes de relations clients et d'accueil entre des agents de sécurité qui sont là dans des boutiques de luxe par exemple, comparé à d'autres qui sont présents dans des boutiques un peu plus classiques, moins haut de gamme. Ouais, ça peut être le choix et les profils d'une enseigne à l'autre. Je pense bien évidemment l'enseigne de luxe aura beaucoup plus d'attentes en matière d'accueil eu égard à la qualité des produits qu'elle commercialise. Il n'empêche que sur un certain nombre d'établissements sur lesquels nous travaillons, que ce soit dans la grande distribution, sur des sites un peu plus haut de gamme, la nécessité d'accueillir de manière excessivement conviviale ce que nous on appelle l'accueil de sécurité. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire peur, parce que de plus en plus nos clients nous demandent véritablement de permettre à l'ensemble de la clientèle de pouvoir intervenir dans un point de vente qui soit sécurisé et sécurisant. Donc véritablement, il y a des formations, des profils. Il peut également y avoir, et c'est là où on peut peut-être faire la distinction, sur la tenue. La tenue et l'image du collaborateur, mais qui rentre complètement dans la mission d'ambassadeur qu'il doit effectivement qu'il doit avoir. Ça passe bien évidemment par la compétence, par la formation, par la tenue et par le comportement à tout moment. On va parler de formation dans un instant, Eric. Est-ce qu'on peut avoir votre avis concernant justement cette prise de conscience des entreprises en ce qui concerne leurs agents d'entretien ou les agents de sécurité ? Deux questions qui me viennent, en tout cas par rapport à ce qu'a pu dire Yannick. On voit qu'effectivement, on bouge, on parle plus d'occupants que de clients, parce que les rythmes de travail et le moment effectivement d'exercer cette mission est différente. En quoi ça change en termes d'abord de formation, de savoir-être, de savoir-faire, et est-ce qu'il y a une écoute particulière? Parce que vous êtes au contact, si on se renvoie à quelques années auparavant, avec des clients qui étaient peut-être les services achats, et aujourd'hui vous avez et les clients, et les services achats, et les occupants.
Donc est-ce qu'il y a une écoute client, une écoute occupant, et comment vous modifiez un peu cette formation? De la formation, Plusieurs effectivement, questions. La première, forcément, c'est la formation. Alors, la formation, de toute façon, que nous travaillions en visibilité, en travaillant en journée ou en heure décalée, matin et soir, il y a toujours la formation de base, la formation à l'embauche, dite de base de nos activités, et ensuite la formation continue en cours d'année. La Providence consacre presque 4% de sa masse salariale à la formation. Premier point. Après, effectivement, ce qui change peut-être, c'est lorsque nous sommes en contact avec l'occupant, comme vous dites, c'est le savoir-être. Alors ça... Est-ce qu'il y a une formation dédiée là-dessus? Bien sûr qu'il y a une formation dédiée. Donc, on ne peut que l'améliorer, le savoir-être, à partir du moment où la personne le souhaite. Est-ce que c'est pas quelque chose d'inné, finalement, déjà, au départ? Alors, il y a des choses d'inné au départ, mais après, ça se travaille pour améliorer les choses. Mais notre métier, à partir du moment où, imaginez, la Providence, c'est 5000 personnes. Notre métier, pandémie ou pas pandémie, relation client ou pas relation client, je pèse mes mots, c'est de toute façon de mettre les bonnes personnes au bon endroit. Pour pas que la personne se démotive parce qu'elle n'est pas bien où elle est. Déjà en fonction de la géographie. Puis peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas le contact. Bien sûr, et qui aiment leur métier, nettoyer, et puis après ils rentrent chez eux. Il faut prendre en compte Donc il faut prendre en compte ces choses-là. Okay. Mais ensuite je peux vous dire que la formation, elle se fait... Alors, l'avantage de travailler en journée, c'est que les programmes de formation sont bien plus faciles à organiser. Parce qu'on a le monde sous la main. Premier point. Deuxième point, on a beaucoup moins d'absentéisme, donc des gens beaucoup plus motivés. Parce que tout de suite, c'est des heures en journée. Les horaires ne sont pas hachés, avec le matin et le soir, 4 fois le métro dans la journée. Et puis enfin... et ils sont mieux considérés quelque part. Ils sont mieux considérés, mais je le disais tout à l'heure, une vraie valorisation du métier. Et puis enfin, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que tous les gens qui sont un petit peu loin du travail et qu'on veut re-socialiser, remettre au travail, et tous les travailleurs en situation de handicap, il est bien plus facile de les intégrer dans ces cursus de formation et de maintien dans l'emploi, je cherchais le mot, et de maintien dans l'emploi, parce que il y a à la fois l'occupant, il y a à la fois aussi les équipes qui sont là pour les encadrer. Et c'est bien plus intéressant pour tout le monde. Mais plus concrètement parlant, c'est une formation de combien de temps à la relation client? Alors, cette formation à la relation client dure en moyenne entre 8 et 15 heures par an, suivant la personne. Et c'est souvent, en deux mots, c'est souvent à la fois des échanges, pour savoir d'abord comment la personne se sent. Je vous rappelle que... des mises en situation et des mises en situation. Et des mises en situation par rapport à des organismes de formation. Là, c'est absolument pas l'encadrement qui gère cela. D'accord. Pardon. Je rebondis. On dit qu'on améliore ce qu'on mesure. Autrement dit, aujourd'hui, vous avez de nouveaux interlocuteurs qui sont effectivement les occupants. Est-ce qu'il y a des mesures de satisfaction autour de l'expérience client dédiées aux occupants et la symétrie avec vos collaborateurs par rapport à ces formations? Alors, je vais donner un exemple, si vous permettez. Oui. Par rapport à cette relation client, je vais vous citer un exemple. Nous avons maintenant des capteurs de flux dans les sanitaires. Nos salariés ne vont plus systématiquement à 15h et à 18h voir le sanitaire. Au bout de 50 ouvertures de portes, leur smartphone s'allume et disent voilà, le sanitaire s'est ouvert au bout de 50 fois, va donc faire un saut dans le sanitaire qui est de smartphone, parce qu'au bout de 50 fois, on imagine que... Donc il va faire soit du remplissage, soit du nettoyage. Donc au niveau de la mesure de satisfaction client, on n'a plus de plaintes concernant la propreté des sanitaires, même si on n'avait pas beaucoup avant, mais on n'en a plus du tout. Et surtout, on n'a plus de problème de remplissage des distributeurs. Voilà un bon exemple, Virginie. Très bon exemple. Patrice Béal, dans la sécurité, justement, en termes de formation, est-ce que vous procédez de la même manière que dans l'univers de l'entretien? On est dans des configurations qui sont un petit peu différentes, dans la mesure où aujourd'hui, la propreté, c'est quelque chose qui est visible, qui peut être différent d'une personne à une autre, mais en attendant, on a un résultat qui est palpable, qui est mesurable. Dans nos métiers de sécurité, on est plus effectivement enclin à la problématique du savoir-faire, du savoir-être, qui est de plus en plus important, de sens, d'expliquer aux collaborateurs quelle est sa mission et quelle est la raison pour laquelle c'est des missions qui sont relativement simples, mais qui doivent être particulièrement comprises et expliquées aux collaborateurs.
Donc ça passe bien évidemment par une meilleure compréhension également du cahier des charges, puisque du coup, entre la boutique de luxe, l'hypermarché, le supermarché ou le stade dans lequel nos collaborateurs vont intervenir, le cahier des charges va définir un temps de formation complémentaire sur les obligations réglementaires, les obligations métiers, le savoir-faire et l'accueil, la gestion d'agressivité également, parce que souvent on est confronté à cette difficulté et souvent justement on le fait sous forme d'atelier, puisqu'on est exposé assez régulièrement à des situations d'agressivité. Donc il faut qu'on ait la bonne situation de manière à ce que cette situation soit gérée de la meilleure des façons possibles. Eric, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, peut-être au-delà de la formation, donc on voit effectivement ce que vous faites l'un et l'autre concernant le personnel que vous avez aujourd'hui en charge dans vos sociétés. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup de grandes démissions, on parle de turnover, on parle de difficultés effectivement d'embauche. En quoi ce travail de fond que vous faites avec votre personnel vous aide? Et on a vu notamment que côté sécurité, il y avait un grand besoin en termes de recrutement. Hein, c'est peut-être la même chose du côté propreté. Et vous parliez de marque employeur tout à l'heure. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour faire en sorte que vous ayez du monde qui vienne chez vous et des talents, quoi. Les meilleurs soient attirés par vos métiers, notamment ce sens dont vous parliez, lié à l'expérience ou la relation client. Ça passe tout d'abord par la structure d'encadrement qui doit parfaitement épouser les valeurs de l'entreprise. Chez Inorix, on a des valeurs qui sont des valeurs importantes. L'agilité, la proximité, l'humain est un facteur qui est pour nous essentiel. Et c'est là où on travaille véritablement avec l'ensemble de la structure d'encadrement d'entreprise pour mieux accueillir nos collaborateurs et les mettre dans des situations de travail qui soient confortables. On parlait tout à l'heure de la pénurie pour les Jeux Olympiques. Bon, bien évidemment, on est dans une situation où il nous manque déjà à peu près 20 000 agents de sécurité pour pouvoir couvrir les besoins de nos clients. Si pour les Jeux Olympiques, pendant une période de 3, 4 mois ou 5 mois, il faudra à peu près 20 ou 25 000 agents de sécurité, vous voyez bien qu'il y a un véritable décalage. Donc ça passera aussi par le fait que chacune des entreprises doit véritablement travailler sa marque employeur de manière à attirer ses talents et attirer également les agents de sécurité de demain. On a également une démarche RSE qui est de plus en plus importante puisque l'objectif à horizon 2025, c'est d'être une entreprise à mission. On a une population aujourd'hui qu'on intégrait, mais sur laquelle il faut continuer à les intégrer. Les personnes qui sont issues des quartiers prioritaires. On a peu de femmes. Là également, on a véritablement une ressource qu'on doit être en mesure de pouvoir appréhender. On a parlé juste avant des personnes handicapées. Je pense que l'ensemble fait qu'on doit construire un socle, bâtir un socle. En tous les cas, c'est ce que nous sommes en train de nous efforcer de faire, de manière à attirer les collaborateurs vers nos entreprises, vers nos métiers au sens large, parce qu'il y a une vraie nécessité, il y a un vrai besoin. Est-ce que dans la sécurité, justement pour attirer et garder des talents, on n'a pas intérêt à leur proposer quelques missions supplémentaires? Alors peut-être pas à tous les postes, mais en tout cas par exemple dans les magasins, pas d'être un simple gardien d'entrée et de sortie, peut-être de proposer un café et quelque part de valoriser leur job et faire en sorte qu'ils se sentent encore plus utiles. Il n'y a pas de mission plus fun que d'autres. Je pense néanmoins, pour vous rejoindre, que ce qui intéressera et ce qui fidélisera nos collaborateurs, c'est de leur donner la possibilité de pouvoir intervenir dans différents secteurs d'activité. Effectivement, l'agent de sécurité qui travaille dans un milieu de la grande distribution, si le week-end il peut venir faire un concert ou assister en tant qu'agent de sécurité à un match de foot, ça viendra véritablement renforcer l'offre que l'entreprise est en mesure de pouvoir proposer à l'ensemble de ses collaborateurs. En tous les cas, nous aujourd'hui, on le remarque, on ne fidélise pas véritablement nos collaborateurs si on leur donne une mission simple, identique, jour après jour. Il y a un besoin, et je pense que c'est la période extraordinaire que l'on vient de vivre a permis de voir que
pour garder des collaborateurs, il faudra être innovant et il faudra proposer des choses différentes de ce qu'on avait l'habitude de proposer. On parlait de recrutement avec Eric il y a quelques instants. Est-ce que dans l'entretien, on a du mal à recruter en ce moment? Est-ce que justement avec le rugby, les JO, vous allez réussir à avoir le personnel nécessaire? Alors, le recrutement a toujours été un sujet dans nos entreprises de services, car 70 ou 80% de notre facturation, ce sont des salaires et des charges sur salaire. Donc c'est bien la qualité des hommes et des femmes qui font à la fois la prestation et la satisfaction des clients. Maintenant, aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile. Tout le monde en convient. En plus, dans nos métiers de service, où on ne peut pas proposer à nos collaborateurs du télétravail, et que c'est la question de base ou de fond dès qu'un salarié ou une fille ou un garçon arrive face de vous, pose comme question. Alors l'idée, c'est qu'on a commencé, nous, en amont. On a retravaillé à fond sur la marque employeur, en interrogeant nos chefs d'équipe, nos agents de maîtrise et nos cadres, soit par groupe, soit individuel. On est ressorti un concept Providence qui n'était pas très loin de déjà ce qu'on avait, nous, en tête à la direction, mais ça nous a permis de pouvoir avoir déjà un discours le même en recrutement, que l'on soit dans une agence ou au siège. Premier point. Deuxième point, l'idée c'est qu'on fait aussi appel beaucoup aux apprentis et aux alternants. Grosso modo, dans toutes les missions transverses, nous doublons en alternance et nous avons de plus en plus d'alternants sur les sites, en opérationnel. On a à la Providence assez peu de turnover. Alors pour des raisons que c'est sympathique, hein. Moi j'en suis très heureux, mais je ne vais pas non plus. Pas parce qu'on n'a pas beaucoup de turnover, qu'il ne faut pas de temps en temps penser à bouger un petit peu les gens, parce que de temps en temps, sur certains sites, les gens peuvent se fatiguer en fonction de travaux un peu plus pénibles, en fonction de l'âge qu'ils ont, etc. Mais l'idée de fond, c'est que on a un fort taux de fidélisation. C'est important, ça. Ne serait-ce que vis-à-vis des clients qui aiment voir toujours le même personnel avec qui ils nouent des liens, quand même. Si vous allez demain, soit au Georges V, soit au Crillon, nos salariés, pour rien au monde, ils ne souhaiteront quitter le Georges V ou le Crillon. Vous nous inviterez pour qu'on teste? Si nos salariés veulent bien. Patrice Béal, Eric disait tout à l'heure, effectivement, objectif JO, 25 000 agents de sécurité espérés. A priori, on sera très loin du compte. Est-ce que vous le confirmez? A priori. Après, c'est toujours difficile. On est à 18 mois à peu près des Jeux. Je pense que beaucoup disent qu'ils n'iront pas. Je pense que c'est un événement extraordinaire qui mettra la France aux yeux du monde. Donc je pense qu'il faut s'organiser et faire en sorte de répondre de manière professionnelle à cet enjeu. Si on n'arrive pas à ce total, en termes d'agents de sécurité, qui va les remplacer? L'armée, la police, les gendarmes... Ouais, alors ces remplaçants, est-ce qu'eux seront formés suffisamment tôt pour offrir une expérience client et une émotion, parce qu'on se doute bien que ça participe à l'émotion d'un événement auquel on participe également en tant que spectateur. Il va y avoir un problème à ce niveau-là, non? Il y aura forcément un problème. Après, chaque situation n'est pas insurmontable. Ça sera certainement un mix, et souvent on parle du continuum de sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des missions qui sont dévolues au secteur de la sécurité publique, et ils le font bien, et bien évidemment, sur des périodes aussi extraordinaires que celle-ci, ils seront présents peut-être en nombre un peu plus important. Nous avons notre rôle en tant que quatrième force de sécurité, le secteur de la sécurité privée, pour venir renforcer les dispositifs. Et il est possible qu'il y ait des missions qui soient peut-être des missions plus simples. Et c'est un petit peu l'objet d'un texte qui est passé assez récemment sur le fait qu'on pourrait peut-être intégrer des étudiants, des personnes qui n'auraient pas forcément nécessité d'avoir un cursus de formation aussi important que celui d'un agent de sécurité, mais qui, en ayant un bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, voire bac plus 5, aura tout à fait la capacité de pouvoir avoir un accueil sécuritaire, comme je le disais tout à l'heure, de qualité. En plus, on sait très bien que cette population d'étudiants parle souvent plusieurs langues. Ouais. Et dans la période des Jeux Olympiques, le fait d'avoir des personnes avec un certain niveau d'instruction et avec, pour un certain nombre, une compétence multiculturelle, je pense que c'est ce qui fera les clés de la réussite. Par contre,
effectivement, ça passera également, parce que c'est un sujet qui est important, ça passera aussi par une revalorisation de la rémunération de ses collaborateurs, parce qu'on ne peut pas continuer aujourd'hui à demander à avoir des services de grande qualité avec des collaborateurs qui sont payés sur la base du SMIC. On est d'accord. Eric? Ouais, à rajouter peut-être effectivement cette mission dont vous parliez, notamment sur l'axe formation. Je pense que le privé a beaucoup à donner au public pour qu'on ait effectivement quelque chose d'homogène dans cet accueil des personnes qui participeront à ces grands événements, que ce soit le rugby ou les JO, parce qu'on parlait tout à l'heure d'ambassadeurs, hein, c'est quasiment des ambassadeurs de la France et la vitrine proprement dit, et on imagine effectivement quelque chose d'assez homogène en termes de relations ou d'expérience et partagé entre public et privé. On a un exemple qui n'est pas si lointain, il commence à dater maintenant, mais qui n'est pas si lointain, qui est la sûreté aéroportuaire. À l'époque, c'était la police aux frontières qui réalisait les missions de contrôle. Aujourd'hui, depuis maintenant quelques années, c'est le secteur privé qui le fait de manière excessivement professionnelle, avec des process, avec des tenues, avec des comportements, avec des formations. Et aujourd'hui, quand on va prendre un avion, on se rend bien compte que le niveau de sûreté est vraiment de grande qualité. Donc on est en capacité, quand effectivement les missions sont claires et clairement définies, nous, secteur privé, de pouvoir donner une offre et une proposition à forte valeur ajoutée. Et vous aviez raison tout à l'heure de souligner le manque de personnel féminin. Parce qu'entre autres, pour les fouilles en entrée de stade, les femmes sont fouillées par des femmes. Et donc ça, c'est effectivement un objectif important. Et c'est un métier qu'il faut féminiser. Sans vouloir refaire un comparatif avec l'aéroportuaire, mais l'aéroportuaire, 50% des effectifs sont des effectifs féminins. Donc ça veut dire qu'on a déjà éprouvé un certain nombre de choses qui fonctionnent. Donc il faut juste regarder ce qu'on a fait et puis être un peu créatif et proposer des choses un petit peu différentes. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus mettre en lumière ces agents de sécurité et d'entretien qui sont des ambassadeurs de marque. Merci de nous avoir suivis. Toutes les émissions à News Expérience Client sont disponibles sur notre site. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.